Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très délicat mais déterminant pour comprendre le monde qui nous environne et puis aussi pour notre avenir, à nous les Européens, à nous les Français, pour savoir si on va pouvoir effectivement faire face à la puissance de plus en plus imposante de la Chine, bien entendu, puis également de la Russie, parce que c'est un petit peu le paradoxe que nous sommes en train de vivre depuis quelques années. C'est-à-dire que la pandémie de coronavirus vient de Chine, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot bien sûr, mais néanmoins elle vient de là-bas. Pourtant, quelle est la grande gagnante de cette crise au niveau mondial encore aujourd'hui? C'est la Chine, l'économie chinoise. Autre élément, la guerre en Ukraine a été déclenchée par la Russie et pourtant, malgré ce qu'on a pu entendre ici ou là, l'un des pays qui résiste le mieux à cette crise, c'est notamment la Russie. Donc c'est assez incroyable. Est-ce que c'est durable? Donc c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que donc la Russie et la Chine vont être les grandes gagnantes des crises qu'elles ont elles-mêmes déclenchées? Voilà la grande question. Encore une fois, sans polémique, sans parti pris, simplement dire la vérité. Je pense que c'est très important. J'ai d'ailleurs vu que notre première ministre a choisi de dire la vérité aux Français. J'espère qu'elle va le faire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait depuis déjà des années, bien entendu, et on va continuer à le faire. Et merci pour votre fidélité. Alors, on va commencer tout de suite pour rappeler déjà que, la Chine, encore une fois, n'a pas connu vraiment de récession pendant la crise de coronavirus, au contraire des autres pays. Donc là, on voit l'évolution du PIB en 2020. Il n'y a qu'un seul pays qui n'a pas connu de baisse du PIB. On le voit ici, vous voyez, c'est effectivement l'économie chinoise. Plus 2,3%. Bon, c'est pas génial, mais c'est quand même une augmentation du PIB. On voit d'ailleurs la Russie seulement moins 2,7%. Je vous rappelle que d'autres pays, par exemple nous, la France, on a fait moins 8%. La zone euro, donc nous étions sur un niveau de moins 6,5%. En 2021, évidemment, tout le monde a redémarré, plus ou moins fortement, notamment la Chine, fortement, oui, elle a 8,2%. Et on voit effectivement ici la Russie également 4,7%. Donc nous, on rattrape en partie évidemment le retard, mais on est quand même loin des moins 8%. On n'a fait que plus 7 finalement. Et puis pour 2022, alors là évidemment, on verra la suite de l'histoire tout à l'heure, mais néanmoins, on est sur un ralentissement généralisé, puis on voit que finalement, la Chine résiste bien, malgré ce qui se passe aujourd'hui, autour des 5% de croissance. Même la Russie, on avait annoncé une baisse du PIB de moins 10, moins 15%. Pour l'instant, ça serait plutôt autour des 1,2% d'augmentation du PIB. C'est pas énorme, mais par rapport à ce qui se passe, évidemment ça peut interroger. Alors, commençons effectivement par la Chine, déjà pour rappeler que on a une croissance exceptionnelle en Chine depuis déjà plusieurs années, plusieurs décennies. Vous voyez ici, le PIB chinois, c'est la courbe rouge, depuis 1980 à 2021, donc avec le coronavirus, qui n'a donc pas généré de récession durable en Chine. Regardez, plus 3630% d'augmentation du PIB en Chine. Si on prend l'Inde, c'est à peu près 980%, les États-Unis 188%, et nous, la France, 96%. Évidemment, ça monte, c'est quand même pas rien, mais néanmoins, depuis 1980, donc à plus de 20 ans, plus de 40 ans, pardon, vous voyez, j'en perds mon latin, ça fait pas grand-chose. Donc, ce qui veut dire qu'on a cette dynamique chinoise, et effectivement, le poids de la Chine en parité de pouvoir d'achat dans le PIB mondial est passé de 2% en 1980 à aujourd'hui, on est quasiment à 20%, entre 19 et 20%. Donc, si on enlève les différences de pouvoir d'achat, la Chine est déjà la première puissance mondiale. Alors, autre élément assez incroyable de cette pandémie, c'est que malgré la pandémie, moi c'est vrai, j'avais écrit le livre Reset, je m'étais dit, on allait peut-être faire un reset sur l'économie chinoise en disant maintenant on va peut-être acheter moins chinois, leur imposer des règles démocratiques, des règles sanitaires également, puis rien du tout. Et regardez bien, c'est assez incroyable, aucune règle n'a été imposée, mais pourtant les Chinois vendent de plus en plus. On a atteint un nouveau record historique au mois d'avril, vous voyez quasiment 744 milliards de dollars d'excédent commercial donc pour la Chine, un record sur 12 mois, pendant que nous on fait des records de déficit, comme vous le savez, nous les Français, on est à 100 milliards d'euros sur un an, et donc voilà, on n'a rien compris, ça veut dire que on consomme de plus en plus chinois, encore plus qu'avant la pandémie, donc c'est ce qui fait que la Chine est sortie renforcée de cette pandémie. Alors c'est vrai que là, dernièrement, depuis quelques semaines, quelques mois, la Chine replonge dans cette psychose de la pandémie, elle ferme effectivement, du moins elle confine sa population, c'est assez incroyable, un confinement strict, agressif, donc c'est vrai que c'est très choquant, et on le voit dans les indicateurs avancés, vous voyez, ça c'est l'économie chinoise, donc là on voit le PIB chinois, c'est la courbe bleue, la courbe verte c'est l'activité dans les services, en rouge dans l'industrie, on voit que, vous voyez ici, on est sous la barre des 50, donc on pourrait avoir même une baisse du PIB, évidemment temporaire en Chine, donc ce qui veut dire que, attention, là aussi, ça pourrait ralentir, il y aurait des conséquences évidemment pour tout le monde. Autre chiffre qui vient de sortir, donc toujours en Chine, là, ici on a les ventes au détail et la production industrielle, c'est vrai que c'est assez incroyable, on est sur donc, moins 2,9% pour la production industrielle en glissement annuel, moins 11,1% pour les ventes au détail, donc c'est-à-dire la consommation des ménages, finalement, et c'était plus bas depuis justement la pandémie, on n'avait jamais vu ça d'ailleurs avant. Bon, attention, regardez, il y a une force de rappel, une fois qu'on va sortir
sortir des confinements, espérons-le pour les Chinois assez rapidement, ça sera très dynamique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les Chinois nous font à chaque fois le même coup. Ils ralentissent, et puis qui c'est qui paye le plus? C'est nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce que j'appelle des airbags, ça veut dire des matelas de sécurité, et notamment celui-ci, les réserves de change, qui sont évidemment énormes. Alors on était monté à 4 000 milliards de dollars de réserves de change en 2015, il y avait une crise à l'époque très grave en Chine, on l'a même pas vu, parce que les Chinois, vous voyez, ils ont utilisé 1 000 milliards de dollars de réserves de change, ils ont recapitalisé les banques en difficulté, ils ont relancé la machine, et puis ça s'est quasiment pas vu au niveau mondial. Là, vous voyez, c'est un petit peu pareil. Pendant la pandémie, eh bien, on voit que les réserves de change ont augmenté. Ah oui, grâce notamment aux excédents commerciaux. Et puis là, depuis quelques mois, ça y est, comme ça va un peu moins bien, ils utilisent les réserves de change. Oh, ils ont enlevé à peu près 100 milliards de dollars. Il leur reste encore 3120 milliards. Vous voyez que c'est quand même énorme. Et donc, ils vont pouvoir justement résister, utiliser ces réserves de change, ce premier airbag, pour dynamiser leur croissance. Deuxième airbag très important, le fameux yuan, la devise chinoise. Et on le voit ici, donc dès qu'il y a eu ce nouveau confinement, là c'est le yuan par rapport au dollar, donc il a fortement baissé, ce qui va évidemment soutenir les exportations chinoises. Donc ça qui est complètement fou, les Chinois vont encore une fois s'en sortir, malgré ce qu'ils sont en train de faire à leur population, alors sauf si bien sûr leur population se révolte, et là c'est pas forcément malheureusement évident, on peut toujours rêver. Alors le problème c'est que ça a des conséquences pour nous. Nous effectivement les Européens, les Occidentaux, enfin le reste du monde, c'est qu'aujourd'hui il y a à peu près 1000 bateaux qui sont coincés dans les ports chinois, notamment à Shanghai, qui ne peuvent pas soit livrer leurs marchandises, soit prendre les marchandises pour les livrer à travers le monde. Donc là, vous voyez, c'est les chiffres qui viennent de sortir. Donc la courbe rouge, c'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux années habituelles. Et en moyenne, c'est les bateaux qui attendent de livrer ou de décharger, ou alors d'emmener les marchandises, effectivement, dans le bateau pour livrer à travers le monde. Donc ce qui veut dire que même si demain le confinement s'arrêtait, ça va prendre des mois avant de retrouver une situation normale. Et comme on a compris comment fonctionnent les Chinois, ils se servent d'abord, China First, avant c'était America First, là c'est China First, ils se servent d'abord, et ensuite évidemment ils distribueront ce qu'ils peuvent au reste du monde, donc on va rester sur des pénuries, et c'est ce qui va malheureusement encore alimenter l'inflation, qui est déjà évidemment très élevée, qui est historiquement élevée même dans beaucoup de pays, notamment au niveau de la zone euro. Voilà pourquoi effectivement les Chinois sortiront encore une fois gagnants de cette crise. Alors là maintenant on va arriver en Russie et effectivement on va voir que c'est à peu près la même chose. Alors la crise n'est pas la même, mais c'est vrai que c'est une guerre, c'est encore plus finalement dangereux, on pourrait même voir la troisième guerre mondiale, a priori on ne l'aura pas et tant mieux, mais c'est vrai que comparativement à ce qu'on avait dit, oui alors on va faire mal aux Russes, l'économie russe va s'effondrer, là on a les chiffres qui viennent de sortir, alors c'est les chiffres de l'Institut statistique russe, alors bon ils sont à prendre avec des pincettes, mais tout de même, on voit que pour l'instant, ça c'est le premier trimestre 2022, on a un glissement annuel du PIB, c'est vrai qu'il était à 5% il y a quelques trimestres, là il tombe à 3,5%. Bon, c'est pas catastrophique, vous voyez que si on voit par exemple lorsqu'il y a des vraies crises, si vous voulez, que ce soit la pandémie ou ici donc en 2008-2009, ou même éventuellement en 98-99, vous voyez, on avait des baisses du PIB de l'ordre de 10% sur un an, là on en est très très loin, ça va certainement ralentir, mais néanmoins on voit que pour l'instant ça résiste bien en Russie. Et pourquoi ça résiste bien? Alors d'ailleurs, si on voit les indicateurs avancés, vous savez ce qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, qu'on a vu tout à l'heure là sur la Chine, donc eux ils sont bien en dessous des 50, et là regardez, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir, donc pour la Russie, indicateur des directeurs d'achat, eh bien ça remonte, on est tombé, vous voyez, sous les 40 au mois de mars, et au mois d'avril on revient, alors on n'a pas encore repassé la barre des 50, mais ça redémarre, c'est incroyable pour une économie qui était censée s'effondrer. Alors pourquoi? Eh bien c'est ça le drame, c'est que comme les Russes effectivement sont devenus incontournables sur les marchés des matières premières, eh bien c'est malheureux à dire, mais ils profitent de cette crise, de la flambée des cours des matières premières, quelques éléments déterminants. La Russie, c'est par exemple le deuxième producteur mondial de gaz naturel, mais c'est le premier exportateur de gaz, 22,6% des exportations mondiales. Pareil, deuxième producteur mondial de pétrole, c'est également le deuxième exportateur mondial de pétrole. Sur le blé, premier exportateur mondial également de blé, c'est 10% de la production mondiale, mais 20% des exportations mondiales. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des pénuries de blé à travers le monde, on voit l'Inde qui aujourd'hui refuse d'exporter finalement son blé. Heureusement nous en France on est protégés, mais ceci effectivement maintient les prix très élevés et c'est ce qui permet aux Russes, ça qui est complètement fou, d'augmenter leurs recettes
en provenance donc du pétrole, du gaz, et même nous-mêmes les Européens, hein, alors on a voulu en faire l'embargo, etc., on leur achète toujours du gaz ou du pétrole, et d'autres pays, par exemple sur le blé, ben, ils n'ont pas le choix. Certains pays, notamment en Afrique, 60% de leur blé vient de Russie, donc évidemment, s'il n'y a pas ce blé qui vient, ça serait des famines, ça serait dramatique. Donc on se rend bien compte que finalement, eh bien, pour l'instant, cette guerre a des avantages pour l'économie russe, dans la mesure où elle augmente ses recettes, elle augmente ses excédents extérieurs. C'est également le cas pour les États-Unis, qui profitent également de la hausse des cours des matières premières. Nous, les Français, on pourrait en profiter sur le blé, mais comme on est en jachère, évidemment, c'est plus compliqué. Et donc, voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on voit les cours du pétrole. Hein, ce qui pourrait faire beaucoup plus mal à la Russie, ce serait un cours du baril, vous voyez, qui reviendrait à 19 $, qu'un cours du baril à 130. Même là, aujourd'hui où nous parlons, hein, on est sur un niveau autour des 110, 112 $ le baril. Ça a baissé, on n'est plus à 130, mais néanmoins on voit qu'on reste là aussi assez cher, et ça dynamise là aussi les exportations russes en valeur. Et parallèlement, le gaz, alors là aussi on était monté ça c'est le gaz, le contrat ICE des prix du gaz en Europe, au plus haut, hein, en mars 2022, on était monté à 6000% de hausse entre mai 2020 et mars 2022, on est quand même sur une hausse encore de 2400%. C'est quand même énorme. Donc ça va là aussi augmenter les recettes pour la Russie. Et donc je faisais quelques petits calculs très simples. Hein. Si on prend 2019, donc avant la pandémie, le baril était à peu près à 64 $, ça rapportait donc 190 milliards de dollars à la Russie. Là, si le baril monte à 100 $, se maintient à 100 $, ça rapporte 306 milliards. Et si il se maintient ne serait-ce qu'à 110 $ pour le baril, ça fait 330 milliards de dollars pour les Russes. Vous voyez, encore une fois, alors bien sûr, si on fait un vrai embargo, ce sera différent, mais après on aura d'autres problèmes, parce que nous, on ne pourra pas, encore une fois, avoir les fournitures dans ces matières premières, et parallèlement, les prix continueront de flamber. Pareil sur le gaz dit fossile, hein, on a à peu près 62 milliards de dollars en 2021, là on serait autour des 120 milliards sur 2022. Vous voyez, donc c'est complètement fou. Aujourd'hui, c'est malheureusement l'Europe qui est en train de financer cette guerre, entre guillemets, pour la Russie. Hein, on consomme, encore une fois, nous les Européens, des sommes énormes. Chaque mois, on importe à peu près, selon les chiffres, autour des 600 millions d'euros de matières premières chaque jour. On importe à peu près 600 millions d'euros de matières premières. C'est assez incroyable, en provenance de Russie. C'est pas sérieux tout ça. Donc, encore une fois, on a un discours, on dit oui, voilà, on va tout casser, puis finalement, ce n'est pas suivi des faits. Et d'ailleurs, regardez les chiffres qui viennent de sortir, c'est assez incroyable. L'excédent extérieur des biens et services russes pour le premier trimestre 2022, donc en pleine guerre, a atteint 58,2 milliards de dollars, c'est-à-dire 2,5 fois plus que le premier trimestre 2021. Voilà, donc là, pour l'instant, nous parlons, donc sur les 12 derniers mois, on a à peu près 160 milliards d'excédent, encore une fois, de la balance courante russe, et ça va évidemment encore augmenter. On se croirait un petit peu comme en Chine, la crise vient de Russie, et puis finalement, ce sont eux qui en profitent en termes d'excédent. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'inflation. C'est le petit bémol, là, elle est montée sur le mois d'avril, vous voyez, à 17,8%, donc en Russie. Alors on est très très loin de l'hyperinflation des années 98-2000, mais néanmoins c'est vrai que c'est assez important. Alors si on regarde les prix à la production, les indicateurs avancés de l'inflation, on est autour effectivement des 25%, donc c'est moins qu'en Allemagne, on est autour des entre 30 et 35%, ou 39% dans certains pays européens. Donc on voit que finalement les indicateurs avancés de l'inflation montrent que ça pourrait baisser, d'autant qu'on le verra tout à l'heure, le rouble est en train de s'apprécier, ce qui va réduire évidemment l'inflation importée. Mais j'ai envie de dire, le drame, c'est que, un peu comme les Chinois, les Russes ont également des airbags, des matelas de sécurité pour se protéger, et notamment, voilà, ils n'ont pas de dette publique. C'est vrai que pendant ce corona, on a augmenté la dette publique de façon énorme, je prends le cas de la France, 450 milliards d'euros d'augmentation en 2 ans de la dette publique. Vous voyez, les Russes, eux, bon, c'est vrai que je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, bien entendu, mais il y a eu très très peu d'aides qui ont été faites, et non. Donc aujourd'hui, ils ont une dette publique de 18% de leur PIB, quand nous on est à presque 120%. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils pourront activer cette dépense, cette dette publique, s'ils en ont besoin. Regardez, pareil, les dépenses publiques de la Russie, ce n'est que 37% de leur PIB. Nous, c'est 60%. Donc ils ont encore des cartouches, c'est ça qui est complètement fou. Et nous, évidemment, on est bon pour donner des leçons, mais on ne pense pas effectivement aux conséquences de nos actes. Alors, je vous ai fait également un petit point également sur les autres airbags qui sont
dont dispose la Russie, alors un peu comme la Chine d'ailleurs, bon c'est un peu moins, hein, 643 milliards de dollars de réserves de change, c'est au mois de février, là c'est les derniers chiffres du 19 mai qui viennent de sortir, vous voyez on est à 586. Ah ils ont quand même utilisé une partie de ces réserves de change, ça va assez vite, mais ça leur permet justement de résister, alors qu'on disait que ça allait là aussi s'effondrer. Quand je dis on, c'est pas nous, mais malheureusement c'était un petit peu le consensus habituel. Des réserves d'or d'environ 140 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien, et surtout également un fonds souverain d'environ 200 milliards de dollars où ils vont pouvoir effectivement investir pour soutenir leur économie et investir également à travers le monde. Donc ça qui est extrêmement douloureux, extrêmement dangereux, c'est que malheureusement cette guerre a renforcé la Russie. Et alors, pour terminer, évidemment, on nous a beaucoup parlé, je dirais, moi-même d'ailleurs, des taux d'intérêt russes qui augmentaient. C'est vrai que ça a fait froid dans le dos. Regardez, ça c'est taux d'intérêt à 1 an de la dette publique russe. Hein, donc on est monté, vous voyez, sur des niveaux de 24%, alors qu'on était quelques semaines plus tôt à 4%. Ouais, c'est assez énorme. Et regardez aujourd'hui, ça y est, on est repassé sous les 10% sur le taux à 1 an de la Russie. Sachant que la Banque centrale russe a également baissé son taux directeur à 14% aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il n'y a plus trop de pression et finalement que voilà, la confiance est en train de revenir. Et alors, cerise sur le gâteau, pour eux, mais pas pour nous malheureusement, l'euro-rouble ne cesse de baisser. Donc là, on a l'évolution de l'euro-rouble. On était, vous voyez, sur un niveau de 127 roubles pour un euro le 9 mars. Hein. Juste avant, on était à 84 roubles pour un euro. Donc c'était déjà un rouble un petit peu affaibli. Mais là, 127 évidemment. Et là, regardez bien, ça ce sont les derniers chiffres. Alors là, c'est un petit peu remonté autour des 65. Mais le 20 mai, on a atteint 61,3 roubles pour un euro. Ça veut dire un plus haut pour le rouble et un plus bas pour l'euro-rouble depuis avril 2017. Donc voilà le problème, malheureusement, c'est que, évidemment, il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible, qu'on retrouve effectivement, je dirais, une Europe plus ou moins normale, qu'on bien entendu, déjà arrêté la guerre pour des raisons humanitaires, c'est sûr que c'est le plus important, mais également d'un point de vue économique, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, cette guerre, malheureusement, nous coûte beaucoup plus cher à nous, les Européens, qu'aux Russes. C'est comme la pandémie, ça a coûté beaucoup plus cher au reste du monde qu'à la Chine. Donc c'est là le vrai enjeu. Si on veut être plus fort demain que les Chinois ou que les Russes, voire que les Américains, il faut justement regarder la réalité en face, arrêter le déni de réalité, arrêter de donner des leçons sans évidemment des conséquences concrètes. Et donc c'est ça le vrai enjeu pour les mois et les années à venir. On a besoin d'une France, d'une Europe plus forte, mais ça ne se fera pas en claquant des doigts. Parce que pendant que nous, effectivement, on se chamaille sur les retraites, sur effectivement des aides, etc., des chèques inflation et autres, eh bien les autres pays avancent. Alors, bien entendu, ce sont des dictatures, donc nous on a la chance d'être dans une démocratie. Et justement, pour montrer au reste du monde que les démocraties sont plus fortes que les dictatures, il faut que nous ayons plus de croissance chez nous, plus de confiance, plus d'emplois, plus de dynamique économique. Alors voilà, ça prendra certes du temps, mais il faut s'y mettre, sinon évidemment, on restera encore une fois, comme trop souvent dans les crises, nous les Européens, nous les Français, les dindons de la farce. Donc espérons que ça va changer, que nous allons enfin prendre le taureau par les cornes et que nous pourrons dire à nos enfants, mais voilà, on a effectivement fait des erreurs, mais maintenant on a redémarré, nous sommes sur les bons rails et qui nous permettront justement d'être plus forts que la Chine ou que la Russie de demain. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.